Je vais vous parler effectivement du problème qu'ont les biologistes avec le temps quand on est justement dans ces processus évolutifs et dans la biodiversité. Alors quand on parle de biodiversité, il est de bon ton de montrer des photos aussi sympathiques que possible d'un certain nombre de bestioles. Mais cette manière-là de présenter la biodiversité, moi je la trouve catastrophique à beaucoup de points de vue. Déjà, elle est vaguement manipulatoire parce que si on avait choisi d'autres bêtes, peut-être que les gens trouveraient que finalement c'est pas si bien que ça la biodiversité. Donc c'est un premier problème, hein, le moustique tigre entre autres. Mais surtout, ça donne de la biodiversité une image de collection de timbres, d'un ensemble de choses posées les unes à côté des autres et qui ne bougent pas. Et effectivement, au fond, je pense que notre vision de la biodiversité est malheureusement tributaire de notre éducation et que chacun d'entre nous a entendu parler d'Adam et Ève avant d'entendre parler de Darwin, sauf exception vraiment exceptionnelle. Et du coup, nos structures mentales, elles sont fabriquées avec une vision de la nature créée une fois pour toutes et immuable, une notion une idée de la biodiversité qui ne bouge pas. Et d'ailleurs, tout le monde n'arrête pas de nous rebattre les oreilles avec les équilibres naturels, avec l'équilibre de la nature, avec l'équilibre des écosystèmes, etc. Alors effectivement, les écosystèmes, ils contiennent beaucoup de biodiversité. Et quand on les étudie, on trouve bien sûr qu'il y a des espèces dedans. Il n'y a absolument pas besoin d'être un grand scientifique pour pouvoir constater qu'il y a des espèces différentes dans la nature. D'ailleurs, il n'y a pas besoin d'être un humain. N'importe quel chat sait reconnaître un chien d'une souris. Donc on a dû savoir reconnaître les espèces bien avant d'être des humains. Mais après, qu'est-ce qu'on fait avec ces espèces? Ça se discute. Hein. Ça, c'est des planches de traités de botanique du XVIIe siècle dans lesquels il est expliqué que certains arbres ont des feuilles qui tombent dans l'eau et se transforment en poissons, tandis que d'autres feuilles tombent sur terre et se transforment en oiseaux. Donc l'idée que des métamorphoses se produisent un peu partout et que des plantes peuvent produire des animaux, les hommes peuvent se transformer en loups, le spermatozoïde humain, découvert aussi au XVIIe siècle, était supposé pouvoir germer dans la terre et donner une mandragore. Bref, les espèces, c'était des choses bien fixes, mais les individus pouvaient passer d'une espèce dans l'autre. Et c'est seulement au XVIIIe siècle qu'on va décider que les métamorphoses ne se produisent pas entre espèces. Alors, quand je dis décider, donc évidemment, hein, des métamorphoses, il y en a. Les chenilles se métamorphosent en papillons, les têtards se métamorphosent en grenouilles, mais ça se passe dans la même espèce. Pour ça, il a fallu décider qu'une espèce n'était plus définie par la tête qu'elle a, parce que, je ne sais pas si vous en êtes déjà rendu compte, hein, si vous voyez la chenille qui est à gauche et le papillon qui est à droite, ils ne se ressemblent pas du tout. Donc quand on définissait une espèce comme un groupe d'individus qui se ressemblent, évidemment, ça ne marchait pas, et il y avait des métamorphoses. Pour qu'il n'y ait plus de métamorphose entre espèces, il faut mettre la chenille et le papillon dans la même espèce, et donc il faut changer le sens du mot espèce, il faut lui donner une dimension temporelle, il faut qu'il y ait quelque chose qui soit de l'ordre de l'hérédité, quelque chose de l'ordre de la généalogie, de la génétique, dans le concept même d'espèce. Voilà, donc on a dû faire évoluer le concept d'espèce, et je pense que les naturalistes ne se sont pas rendus compte de cette temporalité qu'ils mettaient en place avec ça, d'ailleurs. Mais dès le XVIIIe siècle, donc, on abandonne l'idée que les espèces peuvent se donner des métamorphoses entre elles, et on va pouvoir commencer à classer le vivant, à ordonner la biodiversité grâce à des systèmes. Le premier système, donc, produit par Linné, suédois, en 1735, va être à la première ordonnancement de la biodiversité. Il y en aura d'autres après, ça va donner naissance à une nouvelle science, la systématique, qui produit ces systèmes, dans lequel les espèces sont regroupées en genres, les genres en famille ou ordre, en classe, etc. Et, et Linné produit ce système sur une base théorique très claire. Toutes les espèces tiennent leur origine de leur stock en première instance de la main même du Créateur Tout-Puissant, car l'auteur de la nature, en créant les espèces, imposa à ces créatures une loi éternelle de reproduction et multiplication dans les limites de leur propre type. Vous voyez que c'est une phrase qui contient beaucoup d'informations. Hein. Les espèces, ce qui a été créé par le Créateur, c'est les espèces. Les espèces sont donc des entités sacrées. Et, ces espèces, elles sont éternelles, avec une loi éternelle de production, et elles sont immuables. Elles vont rester dans les limites de leur propre type au cours des âges. Voilà la vision d'où on part pour classer le vivant, pour l'ordonner. Et donc un monde parfaitement stable, etc., avec des espèces supposées bien se conduire. Et toujours, on vous a appris ça au lycée, je suis sûr, qu'une espèce, c'est un groupe d'individus qui se reproduisent entre eux et pas avec les autres. Alors elles n'arrêtent pas de faire des trucs interdits, les espèces, mais on cache ça sous le tapis parce que c'est trop compliqué pour les pauvres élèves de lycée. Sauver la biodiversité, on sait comment faire, il suffit de mettre tout le monde dans un bateau, un couple de chaque espèce, et on n'en parle plus, tout est sauvé. Noé, vous voyez, c'est l'arche de Noé, c'est des histoires, on sait bien que c'est quand même des histoires, mais n'empêche que Noé, c'est une figure forte, l'une des plus grosses
association de conservation de la nature en France s'appelle Noé Conservation. Et aujourd'hui encore, quand on prétend sauver la biodiversité des plantes cultivées en les mettant dans un frigo souterrain en Norvège, on nous raconte qu'on est en train de faire une arche de Noé des plantes cultivées. Tout ça, c'est juste de la com. Ça n'a rien à voir avec une réalité scientifique et c'est même contre-productif sur le plan scientifique. C'est ce que je vais essayer de vous montrer. Alors, évidemment, pourquoi? Pour que les choses ne bougeaient pas, mais il faut dire qu'elles étaient assez récentes. Je vous rappelle que, d'après l'évêque Usher, la Terre a été créée le 23 octobre 4004 avant Jésus-Christ. Je pense que dans un colloque sur le temps, il est important de connaître cette date. C'est incroyable que ce ne soit pas un jour férié quand même. Et le 23 octobre 4004, donc vous voyez que ça fait effectivement une Terre assez jeune et on peut imaginer que les choses n'aient rien changé sans difficulté. Et Buffon va travailler dans sa fonderie près de Dijon à Montbard et proposer déjà un âge de 76 000 ans au XVIIIe siècle. Il se fera taper sur les doigts par la Sorbonne et se rétractera. Et donc à l'époque, évidemment, quand on trouvait des os comme ça, des grands fémurs, eh bien, ces grands fémurs, c'était simplement attribué à des géants. On connaît très bien l'histoire de Teutobochus, qui était un géant tout à fait célèbre, dont on avait retrouvé les ossements, etc., etc. Il va falloir attendre le début du XIXe siècle pour que Cuvier donne vraiment du temps, commence à donner du temps à la Terre grâce aux catastrophes. Et je n'ai pas le temps de passer là-dessus, puis il y a déjà eu de bons exposés sur la paléontologie, j'y reviendrai pas. Mais effectivement, la vision donc, de la Terre de Cuvier, c'est une vision catastrophiste, avec des grandes catastrophes qui rythment l'histoire de la Terre, et qui va servir de base, d'ailleurs, à la stratigraphie actuelle, mais qui va être donc contestée par, donc un peu plus tard, quelques dizaines d'années plus tard, par Lyell en Angleterre. Lyell qui se trouvait être le prof de Darwin, c'est pas un hasard, et donc Lyell qui lui va au contraire proposer l'idée que tout ce qu'on voit, ça s'est produit progressivement au cours des âges, que le Grand Canyon du Colorado a été creusé doucement par le Colorado et qu'évidemment il faut du temps. Vous ne pouvez pas imaginer que le Colorado creuse un truc pareil en l'espace de 7000 ans. Disons que Lyell est vraiment le premier à donner le temps long pour réfléchir à l'histoire de la Terre. Et c'est ce dont va profiter Darwin pour expliquer que les êtres vivants se sont fabriqués progressivement par un processus de sélection naturelle. Un processus. Alors Darwin, il démarre, lui, avec la théologie naturelle, il accepte les idées de Paley. Paley, il dit, si je trouve une montre, puisqu'on est toujours dans le temps, vous voyez, je trouve une montre sur la plage, eh bien, je vois par la complexité des rouages qu'elle a dû être faite par une intelligence. Et donc, quand je regarde un œil, un être vivant, je vois la même chose, donc il doit y avoir une intelligence derrière. Le design est un argument pour admettre l'idée du créateur, et Darwin va partir sur cette idée-là au départ, mais progressivement, Darwin va se rendre compte qu'il n'arrive plus à garder ces idées-là. Il écrit à un ami en 1844 qu'il est en train de se dire, et il ajoute entre parenthèses, c'est comme confesser un meurtre que les espèces ne sont pas immuables. Vous voyez que l'introduction du temps dans la biologie, c'était de l'ordre du meurtre, c'est pas anodin. Et effectivement, il va imaginer la sélection naturelle comme un processus qui inclut quelque chose de tout à fait remarquable chez les êtres vivants, et c'est peut-être ça le plus compliqué à comprendre, c'est qu'il y a reproduction avec variation héritable. C'est ça la caractéristique des êtres vivants. Les êtres vivants peuvent produire des descendants, ces descendants sont tous différents et les différences sont héritables. Et ça, c'est absolument particulier, il n'y a rien d'autre que le monde vivant qui fasse ça, contrairement à ce qu'en disent les gens qui veulent soit que les cristaux, soit que les planètes, etc., soient pareils. Il y a peut-être de la diversité, mais il n'y a pas cette hérédité des variations illimitée. Une variation illimitée et héritable, ça, il n'y a que le vivant qui sache faire ça. Et ça va résoudre l'idée de Darwin, donc évidemment, c'est qu'à partir de là, le choix par la nature des formes qui réussissent le mieux va choisir les formes qui ont le mieux réussi. Comme il y a une héritabilité, les descendants vont être semblables à ceux qui ont été choisis. Et donc, en recommençant ça sur le temps long, on obtient l'adaptation des formes vivantes, l'émergence de structures complexes, etc. Darwin résout, en faisant ça, un vieux paradoxe, un paradoxe posé dès l'Antiquité. Dès l'Antiquité par un couple, au fond, Aristote-Lucrèce. Aristote qui propose l'idée des causes finales. Donc Aristote, pour lui, si vous voulez comprendre comment est fait un œil, vous devez comprendre que l'œil sert à voir. Et donc il y a un problème, effectivement, c'est que la cause finale, elle est invisible. Mais il dit, dans un de ses textes, qu'il est absurde de penser que le projet n'est pas présent parce que nous n'avons pas observé l'agent qui a ce projet.
Donc il ne sait pas ce que c'est qu'il y a un projet dans le monde vivant, mais il sait qu'il y en a un parce qu'il voit ses causes finales et que les causes finales montrent un projet. Donc c'est-à-dire que chez Aristote, le design suppose une cause invisible. Ce n'est pas nécessairement le créateur, ce coup-là, contrairement à Paley, mais c'est une cause invisible. Et donc le problème qu'on a, c'est que quand on regarde un œil, eh bien l'effet précède la cause. Vous voyez que j'ai un œil qui se fabrique quand je suis un embryon, et cet œil, pendant que je suis embryon, il va se développer, et la cause de l'existence de cet œil, c'est le fait que ça me permettra de voir. Et donc là, la biologie se retrouve en conflit frontal avec la physique sur ce principe de causalité, puisque la cause est postérieure à l'effet. Alors, je voudrais vous dire que ce problème, d'ailleurs, va tout de suite choquer Lucrèce, qui lui dit que c'est une erreur très très grave qu'a commise là Aristote, qu'il n'y a pas de cause finale, et qu'évidemment, l'œil n'est pas créé pour qu'on voit, mais c'est juste parce qu'on a un œil qu'on voit. Donc l'œil permet de voir. Donc Lucrèce résout le problème. La cause, c'est l'œil, et la vue, c'est la conséquence. Donc il n'y a plus de problème. Mais quand on regarde les yeux, ce qui est vrai, c'est qu'il est difficile d'imaginer que ces structures se fabriquent au hasard et que, par chance, ça permet de voir. Donc il y a bien quelque chose qui est de l'ordre du design dans un œil ou dans n'importe quelle adaptation physiologique complexe d'un être vivant. Et quand vous regardez comment ça s'est fait, bon, je n'ai pas le temps de détailler, mais maintenant on a les différentes chaînes. Et la difficulté qu'on a en biologie, je pense, avec toutes ces questions de causalité, eh bien, c'est qu'on a tendance à voir le temps de façon circulaire. Les biologistes n'arrêtent pas de penser à des temps cycliques. Vous avez les cycles des saisons qui vont faire que les plantes font ceci, cela. Vous avez le cycle de réplication de l'ADN. Vous avez le cycle d'un moustique, le cycle d'une plante. Et alors, du coup, évidemment, quand vous avez eu un temps cyclique, le problème de savoir si la cause est avant l'effet ou après, c'est compliqué parce que dans un cycle, évidemment, tout est avant et après tout le reste. Et je pense que ça, c'est un problème de présentation et que peut-être les biologistes devraient arrêter de dessiner des cycles. Peut-être qu'il ferait mieux de dessiner ce qui se passe pour de vrai, parce que si jamais vous mettez en place le temps des physiciens par rapport à ces cycles, eh bien vous trouvez que votre cycle, il n'est pas tout à fait cyclique, il est spiral, évidemment. Quand vous passez d'un œuf à un embryon, puis à un adulte, et puis à des gamètes et à un œuf, le nouvel œuf, ce n'est pas l'ancien. On a sauté un pas, et évidemment, ça change tout. Parce que ça résout le problème d'Aristote et de Lucrèce. Parce qu'en réalité, Darwin résout le problème d'Aristote et de Lucrèce. Comment ? En disant, certes, j'ai un œil qui me servira à voir, mais la cause de mon œil n'est pas dans le fait que ça me servira à voir, elle est dans le fait que ça a servi à voir à mes ancêtres. Donc la cause est bien antérieure à l'effet. Et tout ça ne marche que parce que le fait que mes ancêtres aient des yeux qui permettent de voir fait que j'ai un œil qui permet de voir du fait de l'hérédité. L'hérédité est centrale dans la compréhension même du vivant. On ne peut pas comprendre comment sont fabriqués les êtres vivants si on ne comprend pas que le fait que mes ancêtres aient eu des yeux induit le fait que j'ai des yeux. Et que du coup, la présence de Dieu chez moi n'est pas due au fait qu'il fallait que je voie à l'avance. La biologie, c'est rien à l'avance. Mais en revanche, elle est due au fait que mes ancêtres avaient besoin de voir et que ceux qui voyaient ont été avantagés par rapport à ceux qui ne voyaient pas. Donc, évidemment, la vision darwinienne du monde, eh bien, c'est que ces causes et ces effets se sont réalisés progressivement. Alors, je n'ai pas le temps de détailler ça non plus, mais en réalité, ce qu'on peut dire, c'est que si vous prenez sur le temps long, eh bien, ce qui va se passer, c'est qu'à chaque instant, vous allez avoir des nouveautés qui vont apparaître par hasard. L'œil va être plus ou moins ceci, plus ou moins cela. Et puis, la sélection va garder les meilleurs. Et puis, on recommence. Et donc, sur le temps long, évidemment, ce qui va se passer, c'est qu'on va passer d'un œil très, très rudimentaire à un œil extrêmement évolué. Et que donc, au fond, on peut dire qu'à chaque tour de spirale, c'est Lucrèce qui a raison. C'est par pur hasard que les choses se passent comme elles se passent. Et ensuite, tant mieux si jamais ça marche. Mais si vous accumulez les millions d'années d'évolution de cette sorte-là, eh bien, la somme de ces petits hasards de spirale va fournir une vraie direction au système, non pas une direction prévue à l'avance, une direction a posteriori, mais le fait que les organismes sont de plus en plus adaptés à leur environnement et le fait qu'en réalité, tout être vivant est effectivement le produit d'une propriété de design, et donc ce design qui n'implique aucune intelligence, mais simplement la mécanique de la sélection naturelle. Le design, donc aujourd'hui en biologie, n'implique plus un créateur, il n'implique plus une cause invisible, il implique simplement la sélection naturelle agissant sur des variations héritables. Et c'est l'idée, c'est qu'au fond, on combat le finalisme. Le finalisme, ça peut s'appeler la téléologie, c'est le même mot, mais en grec.
Et un certain nombre d'auteurs ont proposé de remplacer la téléologie par la téléonomie. Alors la téléologie, si vous voulez, la téléonomie serait à la téléologie ce que l'astronomie est à l'astrologie. On a commencé par faire de l'astrologie, puis à partir de là, on a su faire de l'astronomie. Eh bien, on a commencé par avoir une vision finaliste et créationniste du monde vivant. Il y avait quelque chose de vrai là-dedans, bien sûr, c'est que les formes vivantes sont orientées, qu'il y a un design évident dans leur structure. Et le travail des biologistes aujourd'hui, entre autres, c'est d'expliquer ce design sans faire appel à une force autre que la sélection naturelle. Voilà, l'origine des espèces a été une révolution, évidemment, dans l'ensemble de la pensée occidentale, parce que déjà, elle permettait de se passer du créateur pour comprendre ce qu'on trouvait, et puis aussi parce qu'elle présentait toute une série de choses. Et je voudrais vous dire que je suis convaincu qu'aujourd'hui, nous n'avons pas absorbé le quart de ce livre dans nos pratiques tous les jours, et dans nos pratiques scientifiques en particulier. C'est ce que je voudrais vous montrer maintenant qu'on a compris un petit peu comment ça marche. Les derniers mots du livre de Darwin sont tout à fait remarquables. La dernière phrase, pendant que cette planète tourne selon les lois fixes de la gravité, d'un commencement si simple, des formes infinies les plus belles et merveilleuses sont apparues et apparaissent encore. Et apparaissent encore, il nous dit quoi? Le dernier mot de l'origine des espèces dit que l'évolution est toujours en cours. Or, je constate, moi, aussi bien dans le milieu scientifique que dans les milieux non scientifiques, que beaucoup de gens ont tendance à imaginer que l'évolution a fait le boulot, puis maintenant ça y est. Et maintenant ça ne bouge plus. Maintenant on est dans l'équilibre. Et maintenant il faut garder les choses telles quelles. Tout ça c'est faux. Alors, j'ai malheureusement pas le temps de vous expliquer cette figure. C'est la figure pour moi la plus importante de l'histoire de la biologie. C'est donc un diagramme qui se trouve dans l'origine des espèces. C'est la seule figure qui est dans l'origine des espèces. Darwin met toujours des tas d'illustrations dans ses livres. Dans l'origine des espèces, il a mis un seul schéma, c'est celui-là. C'est dire s'il trouvait que c'était important. Je voudrais juste vous en dire deux mots. Alors, le temps va de bas en haut et il est subdivisé en couches. Ça, c'est un petit défaut de Darwin. Il était géologue au départ. Bon. Et puis, mais à part ça, c'est vraiment très, très explicite. Et ce qu'il y a l'axe horizontal de ce schéma, c'est un axe très abstrait qui dit la place dans l'économie de la nature, pour reprendre aujourd'hui, on dirait la niche écologique des formes vivantes. Et qu'est-ce qui se passe dans ce schéma? Eh bien, à chaque instant, une forme donnée va produire des formes différentes. Ces formes vont rentrer en compétition les unes avec les autres. La sélection va jouer. Celles qui sont le moins en compétition avec les autres, c'est-à-dire celles qui sont le plus sur les bords, vont se maintenir. Et en recommençant ça de pas de temps en pas de temps, eh bien, progressivement, les lignées vont s'écarter. Et donc, progressivement, vont apparaître des formes différentes. L'extinction des formes intermédiaires amène à ce qu'il n'y ait plus rien entre les lignées. Donc, on va avoir des lignées divergentes, séparées par des absences de formes vivantes. Et ça, c'est vraiment intéressant. C'est qu'au fond, la biodiversité, vous voyez, le résultat de ce processus. Si vous voulez comprendre la biodiversité, il faut absolument avoir ce processus en tête. Vous voyez qu'il est assez complexe. En réalité, si jamais il existe des formes discrètes, comme ça, des formes séparées, c'est grâce à l'extinction des formes intermédiaires. Donc il n'est pas question de dire que l'extinction est mauvaise pour la biodiversité, elle est nécessaire à la biodiversité. Si on veut comprendre la biodiversité, il faut comprendre qu'il s'agit d'une dynamique. Alors, pour comprendre qu'il s'agit d'une dynamique, il faut déjà arrêter d'être coincé sur l'idée d'espèces immuables. Et donc, effectivement, il faut admettre qu'au cours du temps, ces formes qui divergent, à un moment, je vais commencer à les appeler des variétés, puis un beau jour, je les appellerai des sous-espèces, puis un jour des espèces, etc. Et que tout ça, c'est des niveaux hiérarchiques qui sont assez arbitraires. Autant l'existence de lignées différentes n'est pas arbitraire, autant le niveau qu'on donne, le niveau systématique, variété, espèce, etc., ça, c'est arbitraire. Et Darwin va beaucoup insister là-dessus. Il explique qu'il n'y a pas de ligne de démarcation entre des espèces et des sous-espèces, ou entre des sous-espèces et des variétés bien marquées, ou entre des variétés et des différences individuelles. Vous voyez, entre des différences individuelles, des différences de variétés, de sous-espèces, d'espèces, ces différences se fondent l'une dans l'autre dans une série insensible. Darwin insiste là-dessus. Il aimerait convaincre ses contemporains qu'il faut arrêter de se focaliser sur cette notion des espèces comme décrivant la diversité du vivant. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, les espèces, on prétend qu'elles sont bien définies parce qu'elles se conduisent bien, qu'elles ne se croisent pas avec les autres. Bon, ça arrive, mais ça n'a probablement pas beaucoup d'effet. Mais n'empêche que les lions, les tigres, les léopards n'arrêtent pas de faire des hybrides. Et moi, je me souviens du premier hybride lion-tigre qu'on a vu dans un zoo. Et tout le monde a commencé à dire « il va être stérile ». C'était vraiment « sainte espèce, priez pour nous ». Vous voyez, c'est religieux.
Et c'est pas vrai, il n'est pas stérile, on a la deuxième génération maintenant, et voilà. Hein. Et c'est pas pour ça qu'on va dire que les lions et les tigres, c'est la même espèce. Les chevaux, les ânes, les zèbres, c'est pareil. On arrive à croiser ça un peu dans tous les sens. Certains mulets sont stériles, d'autres pas. Hein, voilà. Les arbres, c'est bien pire. Hein, ça, c'est un ficus. Ficus, ça veut dire figuier. Hein. Un ficus, un très grand arbre tropical. Dans le coin, il y a aussi un autre petit arbre rampant qui est un autre ficus. Et je les ai croisés, voilà, ça donne un buisson comme ça. Chez les plantes, c'est 95% des plantes qui peuvent se croiser avec les espèces d'à côté. C'est vraiment la règle, hein, pas l'exception. Quant à celui-là, je l'aime beaucoup. Hein, c'est un hybride chèvre-mouton. Les chèvres et les moutons, il est fertile, alors que les chèvres et les moutons, on n'est même pas à la différence d'espèces, on est au-dessus du niveau du genre, hein, dans les ovins et les caprins. Voilà, donc arrêtons de raconter des mensonges aux enfants pour faire des examens faciles à corriger. Les espèces sont parfaitement capables de se croiser entre elles. Ce qu'on appelle une espèce, c'est un rameau de l'arbre du vivant qui s'est suffisamment séparé du reste pour qu'on ait envie de lui donner un nom. Voilà, c'est tout. Darwin se rend compte très vite que il écrit à un ami dès un an après la publication de l'origine des espèces qu'il n'arrive pas à convaincre ses contemporains de ça. Il va dire qu'il est souvent désespéré d'obtenir que la majorité des naturalistes simplement le comprennent. Il ajoute que des gens intelligents qui ne sont pas des naturalistes et qui n'ont pas une idée bigote du terme espèce montrent plus de clarté d'esprit. Je suis content qu'il appelle le mot bigote. Vous voyez, vous pouvez constater que ce n'est pas moi qui l'ai mis. Hein. Et effectivement, il y a quelque chose de religieux dans notre vision de la biodiversité, toujours centrée sur l'espèce. Ça amène à dire des âneries. Par exemple, ce genre de petit schéma, tous les profs présentent ça aux étudiants en biologie. On va vous dire qu'il y a 10 fois plus d'espèces d'insectes que d'espèces de plantes. C'est vrai. Il y a 10 fois plus d'espèces d'insectes que d'espèces de plantes. Moi, j'ai travaillé pas mal sur les plantes et un petit peu sur les insectes. Je peux vous dire une chose, les insectes, dès qu'ils ont un poil de travers, ils font une nouvelle espèce. Les plantes, elles accumulent de la diversité dans l'espèce bien avant de commencer à arriver à faire des trucs assez différents pour qu'on les appelle des espèces. Si vous voulez, le gâteau de la biodiversité, les insectes les découpent en toutes petites tranches qui sont des espèces, alors que les plantes font des grosses tranches. Vous comptez la quantité de tranches, vous comptez pas la quantité de gâteaux. Enfin, vous ne mesurez pas la quantité de gâteaux. Donc, bien sûr qu'il y a 10 fois plus d'espèces d'insectes que d'espèces de plantes, mais ça ne veut absolument pas dire qu'il y a plus de diversité chez les insectes que chez les plantes. Ça, c'est juste le fait de se laisser avoir son outil. Bien sûr que la notion d'espèce est un outil utile pour nommer les choses, mais il ne faut pas se laisser avoir par l'outil. Et je voudrais vous rassurer, si jamais vous vous êtes déjà fait avoir à faire ce genre de bêtises, au CNRS, l'institut qui s'occupe de ces questions, qui s'appelle l'INE, hein, l'Institut d'écologie et d'environnement, a publié il y a 3 ans encore un truc dans lequel il y a marqué « Les insectes forment 90% de la biodiversité terrestre non microbienne ». C'est n'importe quoi, hein. Mais n'empêche que ça vient de l'image d'avant, c'est juste faux. Mais on continue à raconter ce genre de conneries encore et encore. Et tout le monde reste dans cette vision où la biodiversité se décrit avec des tas de trucs, mais enfin, en gros, c'est l'espèce qui compte. Hein, et je voudrais vous dire qu'évidemment, ce n'est pas comme ça qu'on enseigne la biodiversité aux étudiants. On fait vachement attention. Maintenant, on leur dit attention, premièrement, la diversité dans l'espèce, entre espèces, et deuxièmement, la diversité dans l'espèce. Mais c'est idiot. Si j'ai des collègues dans la salle, regardez. À un moment donné, les deux lignées, là, ça devient 2 espèces, alors qu'avant, ce n'était pas la même espèce. Et vous allez faire une différence entre la biodiversité à partir du moment où les deux lignées, c'est 2 espèces. La biodiversité, elle est une et indivisible, c'est tout ça. Elle fonctionne avec une dynamique constante. Vous voyez qu'à chaque pas de temps, les choses changent. Croire qu'on va conserver la biodiversité telle qu'elle, c'est impossible. Et il faut se rendre compte qu'on est dans un équilibre dynamique. S'il y a un équilibre de la biodiversité, ce n'est pas un équilibre stable. Ce n'est pas ça, ce n'est pas un truc que si on le bouge, il va revenir à sa place. Donc d'ailleurs, les mots sont mauvais. On parle de l'érosion de la biodiversité, mais qu'est-ce qui s'érode? C'est une falaise. Une falaise, c'est un truc qui ne bouge pas. Il faut bien voir que la biodiversité, ce n'est pas ça. C'est une dynamique complexe entre le fait qu'il y ait des choses nouvelles qui se produisent, des extinctions et des divergences. Et c'est l'ensemble, arrivée de nouveautés, extinction et divergence, qui par sa dynamique crée de la biodiversité. C'est très différent de penser à un équilibre dynamique ou à un équilibre statique. Un équilibre statique, vous voyez, il ne faut pas trop le toucher, sinon bon, il risque de tomber, etc. Un équilibre dynamique, c'est très différent, c'est parce qu'il bouge qu'il se maintient. L'exemple du vélo est bien connu, bien sûr, et c'est si vous l'arrêtez qu'il tombe. Donc ça veut dire que si vous essayez d'arrêter la biodiversité, c'est là que vous risquez de la foutre par terre. Il faudrait que ça soit clair. Donc maintenir les choses telles quelles, c'est une très mauvaise manière de faire, parce qu'on ne prend pas en compte le temps. Et parce que le temps est important pour comprendre la dynamique de ces systèmes. Bon, je laisse tomber les avions, mais je voudrais vous donner une image, c'est celle d'un satellite. Un satellite, ça se maintient autour de sa planète grâce au mouvement qui vient combattre la pesanteur et qui permet au satellite de rester en équilibre dynamique autour de la planète. Évidemment, si votre satellite ralentit,
vous savez ce qui va se passer. Il va rentrer dans une dynamique d'effondrement. Il ne tombe pas tout de suite. La biodiversité, c'est exactement ce qui se passe à l'heure actuelle. On est en train de constater que la biodiversité est en train de perdre sa dynamique. On constate que les effectifs s'effondrent. Les espèces, il y en a qui s'éteignent, mais ce n'est pas encore catastrophique. Mais on sait que ça va l'être bientôt. De même que le satellite, si vous le reboostez encore un petit coup, il repartira peut-être. Si vous attendez trop longtemps, il sera trop tard. La biodiversité, on en est exactement là. C'est pour ça qu'il y a un problème de temps très très sérieux en ce qui concerne la biodiversité. Et cette dynamique est quelque chose à vraiment prendre en compte. Je vais vous donner un dernier exemple. Imaginez quelqu'un qui vous dise, parce que notre corps est en équilibre dynamique avec son environnement. On mange, on excrète, on respire. C'est ça qui nous rend vivants. Imaginez quelqu'un qui vous dise « Je t'aime, je veux te conserver, je vais te mettre au frigo ». Bon, vous ne seriez pas d'accord. Or, c'est exactement ce qu'on est en train de faire avec la biodiversité. Il y a plein de gens qui croient qu'ils vont sauver la biodiversité, justement en l'extrayant du temps et en la congelant. Mais ça, c'est la meilleure manière de supprimer la diversité du monde vivant. Si vous voulez que la diversité existe, il faut au contraire la laisser la dynamique fonctionner. Et ça change tout. On a des exemples divers. Ça, par exemple, c'est une étude qui a été faite en Basse-Californie, où on a des forêts dont certaines produisent constamment des formes nouvelles et éliminent les anciennes. Et puis d'autres qui ne bougent pas, qui accumulent ce qui se passe dans les premières. Les premières, on les appelle des sources. Les deuxièmes, on les appelle des puits. Eh bien, évidemment, il y a plus d'espèces dans les puits que dans les sources. Parce que les sources, elles fabriquent de la nouveauté, mais elles en éliminent tout le temps. Puis il y a plein de choses qui ne sont pas encore des espèces, etc. Si vous voulez faire de l'aménagement du territoire et que vous dites je vais détruire quelques forêts, mais je vais conserver la biodiversité, donc je vais garder les forêts où il y a le plus d'espèces, ce que ferait n'importe quel aménageur à l'heure actuelle, vous allez garder les puits et supprimer les sources. Exactement le contraire de ce qu'il faudrait faire. Donc je pense que ne pas prendre en compte cette dimension temporelle de la biodiversité, c'est prendre des décisions qui seront l'inverse de celles qu'on doit prendre. Je reviens sur ce schéma. Je pense que c'est extrêmement important que vous compreniez bien que c'est ça la biodiversité, que si vous voulez penser la biodiversité, pensez-la avec le temps. Et évidemment, et n'oubliez pas que rien en biologie n'a de sens si ce n'est à la lumière de l'évolution. Je finis sur cette phrase très célèbre qui a été dite et qui a servi de titre de livre d'ailleurs, Théodosius Dobzhansky, qui était un évolutionniste du début du XXe, la moitié du XXe siècle. Et j'insiste là-dessus parce que j'ai vu, par exemple, ce texte affiché dans le bureau d'un inspecteur des sciences de la vie, d'inspecteur général des sciences de la vie au ministère de l'Éducation nationale. Et je lui ai dit, mais enfin, tu te rends compte que tu as écrit ça sur ton mur et que ça veut dire que ce que tu es en train de faire à tes profs, c'est insensé. Parce que quand même, si vous regardez comment sont enseignés les SVT, rien n'est enseigné à la lumière de l'évolution. On vous apprend que vous respirez et que vous mangez par la bouche, qu'il y a la glotte, que ça passe dans l'œsophage, la trachée artère. C'est complètement con, quand même. Moi, je vais vous dire, j'ai une formation d'ingénieur. Si on demandait à un ingénieur de fabriquer un machin qui doit manger, boire et respirer et qui fait tout passer par le même trou, il est foutu dehors tout de suite, le gars. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Parce que l'évolution a fait ça comme ça. Pourquoi est-ce que le cœur pompe le sang et l'envoie direct sur une crosse aortique qui fait repartir dans l'autre sens, qui sur le plan de l'hydrodynamique est complètement débile? Parce que la crosse aortique, c'est un ancien arc branchial. On pourrait tout expliquer aux étudiants, aux élèves, dès le primaire, à la lumière de l'évolution. On devrait leur expliquer ce que c'est qu'une espèce à la lumière de l'évolution. On devrait leur expliquer tous les éléments de fonctionnement, tous les éléments morphologiques de tous les êtres qu'on leur présente à la lumière de l'évolution. Au lieu de ça, on leur présente toute la biologie comme si c'était fixe. On leur présente une biologie créationniste. Alors on m'a dit parfois, ah oui, mais il faut quand même respecter l'ordre des découvertes. Alors je leur ai dit, c'est ça, vous avez qu'à leur dire que la Terre est plate quand ils sont en CP. En troisième, on leur dira qu'elle est un peu bombée. Et puis pour ceux qui feront des sciences, ils verront que la Terre est ronde à la fin. Non, c'est pas comme ça qu'on fait. Si on sait qu'il y a eu évolution, on part de l'évolution pour expliquer la biologie. Je pense que c'est extrêmement nécessaire. Et je vous remercie pour votre attention. Et vous voyez que bien que le temps de la biologie soit cyclique, je vais quand même m'arrêter linéairement au bout d'une demi-heure. Je voudrais poser la question, quelle est l'influence de l'environnement quand, par exemple, il y a des catastrophes au niveau de la diversité? On voit plutôt tendance que c'est une opportunité. Et est-ce que c'est vrai et pourquoi? Alors, ça dépend de l'échelle de temps à laquelle vous vous placez. Moi, il y a plein de gens qui me disent ça. Oui, il y a plein de catastrophes. C'est grâce à ça qu'on est là. Sinon, les dinosaures auraient gardé le contrôle de la situation. Primo, j'en sais rien. Mais secondo, ça prend vraiment beaucoup de temps. Donc les catastrophes, sur le coup, je pense que c'est très désagréable. Il faudrait arrêter de dire aux gens, oh, les catastrophes, vous inquiétez pas, il y en a déjà eu.
Hein, les catastrophes, quand c'est une opportunité dans les quelques millions d'années qui suivent, mais pas tout de suite là. Donc les gens qui vont se farcir la prochaine catastrophe, pour eux, ça ne va pas être drôle du tout. Je pense que ça, c'est un point vraiment essentiel. Alors effectivement, je pense qu'on est dans ce système dynamique. Je pense que ce que les paléontologues nous apprennent, c'est que les grandes extinctions qui ont eu lieu avant, il y a eu des paliers, il y a eu des moments, ça ne s'est pas fait d'un coup. Et ça, je trouve ça très intéressant parce que ça veut dire qu'une fois que votre système est en train de se casser la figure, ça entraîne de nouvelles chutes qui entraînent de nouvelles chutes et que, en réalité, même si vous retirez la cause de départ, il y a des chances que ça continue. Donc je pense que nous sommes dans une situation où peut-être on peut se sauver d'une grande catastrophe sur le plan de la biodiversité, mais qu'il faut le faire assez vite et que si on ne le fait pas assez vite, les choses continueront à se casser la figure, même si on arrête de causer ces catastrophes. Voilà. Maintenant, effectivement, si jamais il y a une catastrophe suffisante pour que les humains disparaissent, sûrement que ça sera une opportunité pour des tas d'autres espèces pour se développer bien plus tranquillement. Ça, j'en suis sûr. Oui, peut-être une question un peu décalée par rapport au terme de vivant. Est-ce qu'un virus informatique qui est capable de se transmettre, de se reproduire et de muter et de transmettre ses mutations peut être considéré comme un être vivant, d'après vous ? Alors effectivement, le concept de vivant inclut deux aspects. Hein. Le premier aspect, c'est l'aspect variation, sélection naturelle, etc. Et le deuxième aspect, c'est un aspect métabolique, c'est-à-dire capacité à récupérer des ressources dans l'environnement pour réaliser ce phénomène de reproduction. Le virus informatique, pour le moment, il sait faire le premier, mais il ne sait pas faire le deuxième. Le jour où vous fabriquerez un virus informatique capable de fabriquer des trucs qui lui permettent de se reproduire physiquement, là, vous aurez sûrement fabriqué un être vivant et ça risque de ne pas être rigolo non plus pour nous. Mais bon, c'est un autre problème. S'il n'y a plus de questions, je vais me lancer dans une synthèse difficile. Alors, avec ce que vient d'être dit, si le virus commence à faire ça, le virus informatique commence à se lancer dans cette aventure, l'exobiologie n'existe plus. Hein. On va avoir du mal à vivre avec ça. Alors, est-ce que le temps change la biodiversité ? La réponse d'emblée est oui, et la réponse finale, c'est, si j'ai bien compris, Pierre-Henri, c'est que on fait tout de travers. On fait tout de travers, et effectivement, on a des schémas, et ces schémas, ils ont été imprimés par l'histoire de la diversité, de la biologie, je dirais, avec Linné, Buffon, etc. Et qui, malgré les dogmes, les erreurs que nous pouvons juger aujourd'hui, ont quand même fait des pas en avant avec deux choses qui, à mon sens, sont fondamentales dans la démarche scientifique. C'est d'une part l'observation, parce que ça, c'est quelque chose, les gens observaient, et après ces observations, il y avait la mesure et la classification. La notion d'espèce est, je ne sais pas si Pierre est avec moi, mais même si elle peut être revue, etc., mais cette classification, c'est la base de la science. C'est la base au moment où on a commencé à ordonner intellectuellement les choses pour ensuite essayer de leur donner un sens. Alors le sens n'a pas toujours été le bon sens. Il y a eu des sens divers et variés, mais ce que je comprends, c'est que cette notion d'espèce qui est revue en permanence, qui est extrêmement remise en cause par rapport aux notions qu'on en avait avant, est quand même une des bases de notre raisonnement. Même si cette base est fausse, ça peut nous conduire à des raisonnements justes, notamment celui qui nous a été présenté. Et donc, ce que je vois, c'est surtout ce conflit entre la causalité, l'effet, la causalité, qui n'existe pas qu'en biologie, mais qui en biologie, effectivement, a donné lieu notamment à ce qu'on appelle l'intelligent design, et qu'on pourrait presque... on transforme ça avec un nouveau mot, mais on pourrait l'appeler le mechanical design ou l'evolutionary design, qui serait beaucoup plus, enfin, plus de sens. Hein, et qui a un sens qui serait perceptible à tous, et qui est tout à fait le sens dans lequel... on peut aller. Alors effectivement, il y a une chose qui est peu apparue dans l'exposé, c'est la notion de milieu. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas le milieu qui sélectionne, c'est l'espèce la mieux adaptée au milieu qui... c'est les individus les mieux... Dans une population donnée, il y a deux choses qui, à mon sens, doivent compléter un petit peu ce qui a été dit, c'est qu'on ne peut voir l'évolution que par population. Et que dans ces populations, il y a des individus qui portent des caractères différents, et que petit à petit, c'est le schéma qui a été donné, les évolutions de l'environnement font que ceux qui ont un certain avantage compétitif pour la bouffe ou pour... Alors, quand je suis vulgaire, je dis pour la bouffe ou pour la baisse, mais en disant que pour la bouffe ou pour la reproduction, sont sélectionnés petit à petit, et ça prend du temps.
Et je pense que c'est cette évolution permanente et cette notion où l'espèce n'est pas figée, c'est une notion fondamentale qui devrait effectivement percoler à travers aussi bien, je dirais, l'enseignement. Et là, je crois que ça manque un peu. Mais bon, il y a quelque temps que je ne vais plus dans l'enseignement. Mais les souvenirs que j'en ai, qui datent un peu, mais quand même, s'ils sont certes d'un siècle dernier, mais pas trop, montrent qu'on est quand même extrêmement figé dans cette notion d'espèce extrêmement statique. Et l'exemple des satellites, bien entendu, en tant que moi, travaillant au Centre national d'études spatiales, je ne peux être que sensible à cette notion où, effectivement, tout bouge. Et lorsqu'on s'intéresse à l'astronomie, lorsqu'on s'intéresse à tout ce qui est extérieur à la Terre, tout est en mouvement. Rien n'est statique. Il n'y a pas de choses arrêtées. Il n'y a pas de temps arrêté. Il n'y a pas de mouvement arrêté. Tout est en permanence avec un moment cinétique, puisque de la première nébuleuse jusqu'au système solaire dans lequel nous vivons, jusqu'à notre galaxie, aux milliards de galaxies qui composent l'univers que nous sommes capables de connaître, tout est en permanence avec un moment cinétique. Ça veut dire que ça passe son temps à tourner, hein, les uns autour des autres. Alors, les uns autour des autres, c'est pas tout à fait vrai, c'est que les objets tournent autour du barycentre, en fait. Et donc, ça devient compliqué. Avec deux objets, c'est facile, 3 objets, c'est compliqué, 1 milliard comme dans notre galaxie, ou 100 milliards comme dans notre galaxie, ça devient extrêmement compliqué. Ceci étant, j'ai retenu un point extrêmement important. Alors, je ne sais pas si l'heure marche pour moi ou pas. Non, pas du tout. Donc, c'est pas grave. Je vais essayer de quand même respecter le temps. C'est de ce qui a été dit quelque chose qui me semble extrêmement important et qui aurait mérité d'être peut-être plus développé. C'est la notion de physiologie évolutionniste. C'est le fait que moi, j'ai une formation de vétérinaire et donc la physiologie, c'est effectivement le cœur, les poumons, l'intestin, le système circulatoire, le système de la reproduction, le système locomoteur, etc. Et on est extrêmement, je dirais, extrêmement statique. Alors, on peut le regarder de façon extrêmement synthétique. Et je me rappelle, moi, j'avais les 2 questions que j'ai eues au concours de Veto. Il y en a un, c'était la graine. Vous avez 4 heures et vous devez faire 20 pages. Et l'autre, c'était l'œuf. 4 heures, 20 pages aussi. Donc, quand on a une formation je dirais, un peu spécifique, on est capable de faire des descriptions sans forcément les mettre dans une perspective d'évolution. On fait des différences, on fait des catégories, on fait de la classification. Et par contre, ce qui manquait, et peut-être ce qui manque encore, mais là, Pierre-Henri pourrait nous peut-être donner des idées là-dessus, c'est le fait que l'on fasse de la physiologie évolutionniste, que l'on comprenne l'évolution des membres, l'évolution dans un sens ou dans un autre, et sans mettre forcément le mammifère, voire le mammifère hominien, voire même l'homme, au sommet de la pyramide, ce qui est quand même une tendance générale, même dans la population scientifique. Enfin, c'est extrêmement partagé. Ce qui donne de temps en temps des réactions, notamment vis-à-vis de l'exobiologie, dans la recherche de la vie, de formes de vie extraterrestres, des réactions tout à fait bizarres et surprenantes. Et donc, voilà, je retiens 2 choses. 1, on fait tout de travers. Deuxièmement, il ne faut voir l'anatomie et la physiologie qu'avec une vision d'évolutionniste, une vision darwinienne. Merci beaucoup.